15 mai 1940, près de Sedan, France. Le grondement sourd des moteurs diesel déchire le silence de l'aube. Un ronronnement lourd qui fait vibrer la terre humide sous les chenilles d'acier. L'air est chargé d'une brume épaisse, mélange de rosée et de fumée lointaine, tandis que le vent froid du nord porte les échos sporadiques de tirs d'artillerie allemands comme des coups de tonnerre étouffés. Vous êtes là, tapis dans l'ombre d'un bunker improvisé, le cœur battant au rythme des ordres murmurés par le capitaine Renaud, un homme trapu aux yeux fatigués, sa moustache grisonnante tremblant légèrement sous l'effort de contenir sa rage. Autour de vous, les soldats de la première division cuirassée française ajustent leurs casques Adrian, leurs fusils MAS-36 serrés contre la poitrine. L'odeur de l'huile de moteur et de la boue se mêle à celle du tabac bon marché que fume un sergent pour calmer ses nerfs. Ce monstre ne passera jamais les ponts de la Meuse, grogne un mécanicien, essuyant la sueur de son front avec un chiffon noirci. Il parle du char B1 bis, ce géant de 32 tonnes que l'état-major a qualifié de trop lourd, trop lent. Un fardeau pour la mobilité de l'armée française. Jugé obsolète avant même que la Blitzkrieg allemande ne s'abatte sur les Ardennes, il trône maintenant au bord du fleuve, son blindage riveté de 60 mm luisant faiblement sous les premiers rayons du soleil. Le commandant Pierre Billotte, patte gauche de la 37e brigade de chars de combat, descend de son Jeep Hotchkiss, son uniforme kaki taché de terre. À 42 ans, Billotte est un vétéran de la Grande Guerre, un tacticien qui croit encore aux fortifications de la ligne Maginot, mais qui sait que les Allemands, avec leurs Panzer III et IV, foncent à travers les forêts comme une horde de loups. Préparez le B101, nom de code Heure, ordonne-t-il d'une voix rauque, coupant court au murmure. Le char, un mastodonte de 50 mètres de long, avec son canon de 75 mm SA-35 dans la tourelle et son obusier de 47 mm auxiliaire, semble défier la logique même de la guerre mobile. Ces chenilles larges de 55 cm sont conçues pour broyer les obstacles, mais les ingénieurs ont protesté, trop lourd pour les ponts fragiles, trop gourmand en carburant, 500 litres pour 100 km, et vulnérable aux Stuka qui sillonnent le ciel. À l'intérieur du char, le lieutenant Jean Duval, 28 ans, s'installe dans le poste du pilote, ses mains gantées agrippant les leviers. L'habitacle est étouffant, imprégné d'odeurs de métal chaud et de sueur. Le moteur Renault, de 307 chevaux tousse avant de rugir, faisant trembler les parois. Duval sent la vibration remonter dans ses os, un rappel constant du poids de cette bête. À ses côtés, le chargeur, un jeune recrue nommé Marcel, charge les obus de 66 millilitres, chacun pesant 6-5 kilos, ses muscles tendus par l'effort. « On va les écraser, mon lieutenant !» murmure-t-il, mais sa voix trahit le doute. Dehors, les radios crachotent. Les avant-postes signalent des colonnes blindées de la première Panzerdivision allemande approchant, menée par le général Guderian en personne, avec des dizaines de Panzerkampfwagen III armés de canons de 37 mm qui percent les blindages légers comme du papier. Billotte observe le char depuis la berge, une carte étalée sur le capot d'une camionnette Lafly. Les Allemands ont surpris tout le monde. Leur franchissement de la Meuse à Dinant et Sedan menace de rompre le front français en deux. La 2e division blindée légère, avec ses chars plus agiles comme le Somoua S-35, est déjà en position, mais l'état-major a réquisitionné les B1 pour leur puissance de feu. « Trop lourd, disait-il à Vincennes, marmonne Billotte à son adjoint, le capitaine Lefebvre. Maintenant, c'est notre seul espoir de tenir la ligne. » Les ordres arrivent par téléscripteur, défendre le secteur à tout prix, empêcher les panzers de percer vers les plaines de Champagne. Soudain, un sifflement strident déchire l'air, un coup de Stuka-Ju 87, la sirène de Jéricho hurlant comme un démon. L'explosion secoue le sol à 200 mètres, projetant de la boue sur les hommes. Duval, à l'intérieur du B1, resserre sa prise. Contact, avancez. Le char s'ébranle, ses chenilles mordant la rive glissante, soulevant des gerbes d'eau de la Meuse. Le poids fait craquer les berges, mais il avance, inexorable.
À travers les épiscopes, Duval aperçoit les silhouettes ennemies. Des motocyclistes allemands en reconnaissance, suivis de Halbtragsed KFZ, 251 transportant des troupes de la Wehrmacht. Les premiers tirs fusent. Une mitrailleuse MG-34 allemande crache depuis un bois adjacent, les balles ricochant sur le blindage incliné du B1 comme de la grêle sur du fer. « Feu !» crie le tireur, le sergent Moreau, actionnant le canon de 75 mm. Le recul brutal ébranle le char et l'obus explose dans une position d'infanterie allemande, dispersant les hommes en gris vert. C'est le début. Le B1, jugé trop lourd pour la guerre moderne, commence à prouver sa valeur, écrasant les premiers obstacles comme un rouleau compresseur. Mais les panzers approchent et la brume se lève, révélant une ligne de bunkers ennemis sur l'autre rive. Les hommes retiennent leur souffle, le radio grésille avec des appels désespérés des unités voisines. Bilotte plisse les yeux vers l'horizon où des panaches de fumée s'élèvent. Le char avance, solitaire, vers le premier pont fragilisé par les pluies printanières. Va-t-il tenir? Les Allemands chargent, et Duval sent la sueur couler dans son dos. La bataille pour Sedan ne fait que commencer, et ce géant d'acier pourrait bien changer le cours des choses, ou s'effondrer sous son propre poids. Si vous voulez suivre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Le B1 franchit la berge, et déjà les éclaireurs allemands réagissent, leur radio appelant les renforts. Duval accélère, le moteur hurlant, ignorant les craquements sinistres sous les chenilles. La première position ennemie est en vue, un nid de mitrailleuses camouflées, prêt à faucher les fantassins français. Mais ce char n'est pas fait pour fuir. La charge inexorable vers le pont, le char B1 bis heure avance comme un colosse éveillé, ses chenilles d'acier broyant les herbes hautes et les mottes de terre détrempées de la berge de la Meuse. À l'intérieur, le lieutenant Jean Duval maintient les leviers d'une poigne ferme, le bourdonnement du moteur Renault saturant l'habitacle exigu. La sueur perle sur son front, coulant le long de son nez malgré le froid matinal qui s'infiltre par les joints usés. « Accélérez, Duval, ne leur laissez pas le temps de se regrouper !» aboie le commandant Bilotte par radio, sa voix craquant comme du gravier dans le haut-parleur. Dehors, les éclaireurs allemands, ces motocyclistes de la première Panzerdivision juchés sur leur BMW R71, s'éparpillent en accélérant, leur sidecar ballottant sur le terrain inégal. Mais leur radio portative, Fugé 5 déjà crépite, appelant les renforts. Panzerjäger, ici reconnaissance alpha. Char français lourd en approche, position 4-7. Duval jette un œil par l'épiscopique avant, son champ de vision limité par les parois blindées de 60 mm. La première position ennemie se dresse à 100 mètres. Un bunker camouflé de branchages et de boue, abritant une section d'infanterie de la 10e Panzerdivision, avec 2 mitrailleuses MG-34 montées sur trépied, leurs canons luisants pointés vers la rive. Les Allemands, casques Stahlhelm enfoncés sur leurs yeux, chargent leurs chargeurs de 50 cartouches. Leurs uniformes Feldgrau tachés de poussière ardennaise. Un sous-officier, un Feldwebel, trapu nommé Kraus, hurle des ordres. Feuer, Zielt auf die Ketten. Les premières rafales crachent, les balles s'écrasant contre le flanc avant du B1 avec un bruit de marteau sur l'enclume, ricochant inoffensive sur l'inclinaison du blindage. À l'intérieur, le sergent Moreau, tireur aguerri du 500e régiment de chars de combat, pivote la tourelle avec un grognement mécanique. « Chargez le 75, obus perforant !» ordonne-t-il. Marcel, le jeune chargeur originaire de Lyon, hisse un projectile de 6-5 kilos dans la culasse du canon SA-35, ses bras tremblants sous l'effort dans l'étroitesse du compartiment. Le recul du tir secoue le char, comme un tremblement de terre. L'obus filant en sifflant pour exploser contre le bunker dans une gerbe de terre et de fragments de béton. Les cris des Allemands percent le vacarme. Un hurlement de douleur, un ordre coupé net. Le B1 ne s'arrête pas. Duval pousse les gaz et la bête avance, écrasant un premier fossé anti-char sous son poids titanesque de 32 tonnes.
Vous sentez presque le sol trembler sous vos pieds, comme si vous marchiez aux côtés de cette machine infernale, le cœur serré par l'odeur imaginaire de poudre et de métal chauffé. Billotte, depuis son poste d'observation sur une colline boisée, suit l'assaut à la lunette de son jumelle. À ses côtés, le capitaine Lefebvre ajuste l'antenne de la radio SCR 508, captant les rapports fragmentés des unités alliées. Les Somois S-35 de la 3e division légère mécanique tiennent à Dinant, mais ici, à Sedan, c'est le chaos, murmure Lefebvre, son visage pâle sous la casquette. Les Stuka-Ju 87 tournoient au loin, leurs silhouettes en piqué comme des vautours, mais pour l'instant, le ciel est à eux. Billotte plisse les yeux, le B1 approche du pont de bateau que les pionniers allemands ont jeté en hâte sur la Meuse. Un assemblage précaire de pontons et de câbles, déjà affaibli par les pluies d'avril. S'il cède sous le poids, on est fichu, grogne-t-il, serrant sa carte où les flèches bleues des Panzers de 3 et 4 s'étendent comme une toile d'araignée vers Rethel. Le char atteint la position dévastée. Sous les chenilles, les débris du bunker craquent comme des os brisés, sacs de sable éventrés, armes tordues, corps inertes balayés de côté. Un survivant allemand, un grenadier égaré, tente un dernier geste désespéré. Il brandit une grenade anti-char Aftoladung, courant vers le flanc du B1. Mais Duval vire brutalement, et la chenille droite l'écrase sans pitié. Un craquement sourd résonnant dans l'habitacle. Premier down, souffle Moreau, rechargeant avec une efficacité froide forgée par les manœuvres de 1939. Le radio, un caporal nommé Henry, transmet B101 à QG. Position 1, neutralisée. Avançons sur le pont. Les ordres reviennent. Poursuivez. Les Panzers de Guderian sont à 2 km, avec soutien d'artillerie 105 mm, le FH-18. Maintenant, le pont se profile, ses planches grinçantes sous le poids des Half-Tracks SD, FZ, 251 qui l'ont traversé plus tôt. Duval ralentit, sentant la structure plier sous les premières chenilles. Un craquement sinistre monte, comme un avertissement du fleuve en furie. « Doucement, mon lieutenant !» murmure Marcel, les yeux écarquillés sur les jauges de pression. L'eau de la Meuse clapote en dessous, portant les débris d'un canot français coulé la veille. De l'autre rive, une seconde position ennemie se réveille. Un groupe de PAC 36, ces canons anti-chars de 37 mm surnommés « poignards porte-crayon » pour leur inefficacité contre les blindages lourds, se démasquent derrière un talus. Leurs servants, des artilleurs de la Wehrmacht, visent les chenilles vulnérables du B1. Les premiers tirs fusent, perçant l'air avec un sifflement aigu, mais les obus ricochent sur les flancs, laissant à peine des éraflures. Moreau riposte du canon de 75 mm, l'obusier de 47 mm SA-35, crachant un shrapnel qui fauche les servants comme du blé mûr. Explosion en chaîne, munitions stockées qui détonnent, envoyant des flammes hautes dans le ciel brumeux. Le B1 franchit le milieu du pont, le bois gémissant, des câbles claquant comme des fouets. Duval jure entre ses dents. « Tiens bon, maudite ferraille !» Le poids fait pencher la structure. Une planche cède sous la chenille gauche, mais le char s'arc-boute, son inertie le portant de l'autre côté. Vous imaginez la tension, le souffle suspendu, comme si vous étiez Duval, les mains moites sur les commandes, priant pour que ce géant ne devienne pas le tombeau de l'équipage. De l'autre rive, les Allemands reculent en désordre, leurs officiers hurlant dans leurs talkies-walkies pour alerter les batteries d'artillerie. Billotte, observant depuis la rive française, frappe du poing sur le capot de sa Jeep. Il l'a fait, mais regardez là-bas, la 3e position, un convoi de Panzer IV. Des silhouettes blindées émergent du brouillard, canon KK-37 pointé, prêt à engager. Le B1, intact mais essoufflé, son moteur chauffant à blanc pivote sa tourelle vers la menace. La bataille s'intensifie, et ce char, moqué pour sa lourdeur, vient d'écraser sa 2e proie. Combien en tiendra-t-il avant que les renforts allemands ne l'engloutissent? Duval accélère à nouveau, le ronflement couvrant les cris lointains vers l'inconnu boisé de l'autre côté de la Meuse. L'assaut sur le convoi blindé.
Le char B1 bis Heure pivote avec un grincement métallique, sa tourelle lourde tournant sous la main ferme du sergent Moreau qui aligne le canon de 75 mm sur le convoi émergent du brouillard. À l'intérieur, l'air est étouffant, chargé de l'odeur âcre de la poudre résiduelle et de la sueur qui imprègne les combinaisons kaki de l'équipage. Le lieutenant Jean Duval, les yeux rivés sur ses épiscopiques, sent le pouls de la machine dans ses veines. Le moteur Renault rugit à 2000 tours, poussant les 32 tonnes vers l'avant comme un taureau enragé. Dehors, les bois de l'autre rive de la Meuse s'ouvrent sur une clairière boueuse où 3 Panzer IV AOSF, à de la première Panzer-Division, se déploient en ligne, leurs chenilles larges labourant le sol détrempé. Les tanks allemands, armés de canons Kadoueka 37 L24 de 75 mm, font 25 tonnes chacun, plus agiles que le B1, mais leur blindage de 30 mm semble frêle face aux géants français. « Contact à 300 mètres, Panzer en formation !» crie Duval dans l'intercom, sa voix tendue par l'adrénaline. Le radio, caporal Henry, tape frénétiquement sur sa clé morse de la TSF, envoyant B101 AQG, engagement Panzer IV, imposition 3, demande soutien. Mais les réponses crépitent faiblement. Les lignes françaises sont saturées, les unités de la 55e division d'infanterie française repoussées vers les collines. Billotte, depuis son poste avancé sur la rive, observe à travers ses jumelles Boche en long, le cœur serré. Ce maudit pont a tenu. Mais ces Boches sont trop nombreux, murmure-t-il au capitaine Lefebvre, qui ajustent l'antenne de leur radio SCR 508. Au loin, les hurlements des Stuka-Ju 87 reprennent, leur moteur Daimler-Benz vrombissant comme un essaim infernal, mais pour l'instant, le ciel reste clément. Le premier Panzer IV ouvre le feu, son obus de 75 mm sifflant dans l'air humide, percutant le flanc gauche du B1 avec un choc sourd qui fait vibrer les parois. L'impact laisse une bosse sur le blindage riveté, mais ne perce pas. Les 60 mm d'acier incliné du B1 déjouent le tir. « Ricochet! Feu à volonté !» hurle Moreau, actionnant la culasse. Marcel, le chargeur, sue à grosses gouttes, hissant un obus explosif de 6-5 kilos dans le canon SA-35. Le recul est brutal, un coup de bélier qui plaque l'équipage contre leur siège rembourré de caoutchouc. L'obus frappe le Panzer de tête en pleine tourelle. L'explosion orange déchire en l'air, projetant des éclats de ferraille et un nuage de fumée noire. Le tank allemand s'immobilise, ses chenilles tournant à vide, l'équipage piégé à l'intérieur, leurs cris étouffés par le blindage. Vous vous imaginez là, coincé dans l'habitacle surchauffé, le monde extérieur réduit à des éclats de lumière et de bruit à travers les fentes étroites. Duval accélère, zigzagant pour éviter les tirs suivants. Un deuxième Panzer ajuste son viseur, son commandant de bord, un lieutenant prussien aux yeux froids, ordonnant « Feu auf die Ketten, er ist zu langsam !» Les obus pleuvent, un ricochant sur la chenille droite, faisant sauter un patin et ralentissant légèrement la bête. Mais le B1 riposte avec son obusier auxiliaire de 47 mm, un tir latéral qui fauche les servants d'une mitrailleuse MG-34 postée en appui, dispersant les corps en felgros comme des feuilles mortes. La troisième position ennemie, un groupe d'infanterie soutenu par un Half-Track SD KFZ 251, émergent des fourrés, leurs Panzerfaust primitifs chargés, mais inutiles à cette distance. Le convoi allemand se disloque, le Panzer de tête en flamme bloque la route, forçant les deux autres à manœuvrer sur le terrain marécageux. Duval pousse le levier, le B1 chargeant droit sur eux. Ses chenilles écrasant un premier fossé rempli d'eau boueuse, éclaboussant les flancs d'éclats liquides. On les prend de front. « Marcel, obus perforant !» ordonne Moreau. Le chargeur obéit, ses mains tremblantes glissant sur la douille chaude. Le tir suivant traverse le blindage frontal du deuxième Panzer IV, perforant le compartiment moteur Maybach HL 120, provoquant une explosion interne qui soulève le tank comme un jouet. Des flammes jaillissent des écoutilles et le dernier Panzer recule, son équipage paniquant, appelant par radio. Panzer 4-2 à commandant, char français invincible, retrait immédiat. Billotte, entendant les rapports par radio, serre le poing. 2 Panzer down, c'est du beau travail, Duval.
Mais la victoire est amère. Le B1, son chenille endommagée, ralentit à 15 km/h, vulnérable aux contre-attaques. De la lisière des bois, une quatrième position se révèle. Une batterie d'artillerie légère, PAC 36 de 37 mm, camouflés sous des filets de branches, leur servant rechargeant frénétiquement. Les obus porte-crayons fusent, perçant l'air sans effet sur le blindage frontal, mais un tir chanceux érafle la tourelle, faisant voler des étincelles à l'intérieur. Henri, le radio, hurle « Impact mineur, on avance !» Duval vire à droite, écrasant sous ses chenilles un nid de grenades anti-chars abandonnées, les détonations sourdes secouant le sol comme des pets de géants. Le B1 s'approche inexorablement, son canon de 75 mm tonnant à nouveau. L'obus explose au milieu de la batterie, pulvérisant un canon et ses servants dans une gerbe de terre et de membres. Les survivants fuient vers un bois dense, leurs casques roulant dans la boue. Vous sentez la tension monter, comme si vous respiriez l'air chargé de cordite, le cœur battant au rythme des ordres hachés. Mais le moteur du B1 chauffe, les jauges indiquant une surchauffe imminente. 500 litres de carburant déjà entamés pour ce court-assaut. « On ne tiendra pas éternellement », murmure Marcel, essuyant son front du revers de sa manche. Soudain, un vrombissement au-dessus. Un Stuka plonge, sa sirène de Jéricho hurlant comme un damné. La bombe de 500 kilos s'abat à 50 mètres, l'explosion projetant le char sur le côté, couvrant l'équipage de poussière et de débris. Duval tousse, redressant la bête avec effort. Le dive bomber repart, mitraillant avec ses canons MG-17 les balles crépitant sur le toit. Tourelle feu AA. Crie Moreau, mais l'obusier de 47 mm est mal placé pour ça. Le B1 riposte en arrosant le sol de shrapnel, forçant le pilote allemand à rompre. Billotte, alerté, ordonne par radio « Retirez-vous vers la position 5. Les renforts Bosch arrivent. » Une compagnie de grenadiers avec des Sturmgeschütze 3. Le char s'éloigne, traînant sa chenille blessée, ayant écrasé la 3e et 4e position dans un sillage de destruction. Les flammes des panzers illuminent le brouillard levant, un spectacle infernal qui masque à peine l'approche d'une vague plus grande. Duval essuie la sueur de ses yeux, fixant l'horizon boisé où des ombres blindées se dessinent. Combien de ces géants français survivront à la Blitzkrieg ? Le B1, ce colosse moqué, en a déjà vaincu 4, mais la Meuse n'est qu'un prélude au chaos des plaines. D'adieu gueule, la traque dans les bois épais. Le char B1 bis heure s'enfonce dans les bois sombres de l'autre rive de la Meuse. Ses chenilles endommagées crissant sur les racines noueuses et les flaques de boue noire, un sillage de terre retourné marquant son passage inexorable. À l'intérieur, l'équipage halète dans l'étuve de l'habitacle, où la température grimpe à 50 degrés, l'air vicié par les relents de carburant et de métal surchauffé. Le lieutenant Jean Duval, les mains poisseuses sur les leviers, navigue à l'aveugle entre les troncs centenaires, son épiscopique avant balayant les ombres mouvantes. « On est dans leur terrain maintenant », grogne-t-il dans l'intercom, sa voix rauque éraflée par la poussière inhalée. Le sergent Moreau, essuyant la sueur de ses yeux injectés de sang, recharge le canon de 75 mm SA-35 avec un cliquetis sec, tandis que Marcel, le chargeur, tousse, luttant pour hisser un obus de 6-5 kilos dans la culasse glissante. Dehors, les bois de Sedan bruissent d'une menace invisible. Une compagnie de grenadiers allemands de la Pruner Panzerdivision, renforcée par 3 Sturmgeschütz 3 B, ces chasseurs de chars sans tourelle, armés de canons Stuka 37 L24 de 75 mm et camouflés sous des filets de feuillage. Les Stugés pesant 20 tonnes se terrent derrière des talus, leur moteur Maybach HL42 ronronnant bas, prêts à tendre une embuscade. Le commandant de la 5e position, un Oberleutnant aux cicatrices de la Pologne, murmure dans son Few G5 « Der französische Koloss kommt, zielt auf die Schwachstellen, Ketten und Motor ». Les grenadiers, une trentaine d'hommes en uniforme Feldgros, armés de fusils carabineurs 98K et de mitrailleuses MG-34,
se déploient en arc de cercle, leurs grenades à main style hand-grenade prêtes à être lancées sur les chenilles vulnérables. Soudain, un éclat de soleil perce la canopée, illuminant un piège. La première salve d'un stugé fuse, l'obus perforant l'air avec un sifflement strident, heurtant le flanc droit du B1 et faisant jaillir des étincelles bleues. Le choc ébranle l'équipage comme un coup de massue, Duval luttant pour redresser la trajectoire. « Impact! Tourelle, répondez !» hurle-t-il. Moreau pivote la tourelle avec un grincement laborieux, alignant le viseur sur la silhouette trapue du Stugé camouflé à 150 mètres. Feu! Le canon SA 35 tonnes, l'obus explosif déchirant un arbre en éclats avant de frapper le chasseur de chars en pleine caisse, provoquant une boule de feu qui illumine les bois comme un matin artificiel. L'explosion disperse les grenadiers proches, leurs cris perçant le vacarme. Un hurlement guttural, un ordre noyé dans la panique. Vous vous sentez piégé dans cette forêt étouffante, comme si les branches griffaient le blindage, le monde réduit à des bribes de lumière verte et de fumée âcre filtrant par les fentes. Duval accélère, le moteur Renault de 307 chevaux poussant le géant à 20 km/h, malgré la chenille blessée, écrasant buissons et souches sous un craquement sourd. Les deux autres Stugés réagissent, leurs obus suivant en rafale. Un ricoche sur la tourelle, déformant une plaque de 60 mm, tandis qu'un autre frappe le sol devant, projetant une gerbe de terre qui aveugle temporairement les épiscopiques. « Marcel, obusier 47 mm, couvrez l'avant !» ordonne Moreau. Le chargeur, les dents serrées, actionne l'arme auxiliaire, un shrapnel qui fauche une escouade de grenadiers tapis dans les fougères, leurs corps roulant comme des poupées brisées. Le B1 charge droit sur la position, ses chenilles broyant un premier nid de mitrailleuses MG-34 montées sur bipied, les servants allemands fuyant en désordre, leurs chargeurs abandonnés dans la boue. Un grenadier courageux, un caporal originaire de Bavière, bondit avec une charge creuse, Panzerfaust MK-30, prototype rare en mai 1940. Mais Duval vire sèchement, et la chenille gauche l'engloutit dans un hurlement étouffé, la détonation de la charge ricochant inutilement sur le blindage incliné. La 5e position s'effondre. Le dernier Stugé tente un tir désespéré, perçant l'air sans effet, avant que l'obus de 75 mm du B1 ne le pulvérise, envoyant des débris incandescents dans les cimes. Les survivants reculent vers un sentier boisé, leurs radios crachotant des appels frénétiques, Stugé groupe anéanti, renforts immédiats. Du poste d'observation de Billotte, perché sur une crête à 1 km, les échos de la bataille parviennent comme un tonnerre distant. Le commandant Pierre Billotte, sa carte froissée en main, écoute le rapport du caporal Henry par la SCR 508. B101 à QG, 5e position neutralisée, 2 Stugé down, infanterie en fuite. Avançons sur la 6e. Billotte hoche la tête, mais son visage est creusé par l'inquiétude. Ils tiennent, mais ce monstre chauffe comme un four, dit-il au capitaine Lefebvre qui scanne le ciel pour les Stuka. Les rapports des unités voisines sont sinistres. La 10e Panzerdivision allemande progresse vers l'essai, les Saumua S-35 français submergés, et Guderian pousse ses panzers vers les plaines. Si le B1 craque, Sedan tombe, murmure Lefebvre, ajustant son casque Adrian. Le char émerge des bois, son blindage marqué de bosses et d'éraflures, le moteur tout sautant sous l'effort. La 6e position se dresse à découvert. Un convoi d'approvisionnement allemand, une douzaine de camions Opel Blitz chargés de munitions pour les l'EFH-18, escortés par une platoon d'infanterie motorisée sur des Half-Track C et FZ 251-10 avec canon de 37 mm. Les chauffeurs allemands, surpris, freinaient en dérapant, leur moteur gazogène pétaradant. Un officier SS, rare en ces lignes, hurle « Halte, feu sur le char !» Les mitrailleuses lourdes des Half-Track crachent, les balles de 7, 92 mm ricochant comme de la pluie sur le toit du B1, tandis qu'un canon PAC-36 de 37 mm, traîné par un camion, pivote maladroitement. Duval ne ralentit pas. « Chargez tout ce qu'on a !» crie-t-il. Moreau vise le convoi,
le premier obus de 75 mm explosant un camion central, déclenchant une chaîne de détonation, caisse de 80 mm qui saute comme des feux d'artifice, enveloppant la position en un enfer orangé. Les half-tracks tentent de fuir, mais les chenilles du B1 les rattrapent, écrasant l'un d'eux sous un poids écrasant, les roues motrices hurlant avant de se taire dans un craquement métallique. Marcel, exalté malgré la fatigue, charge l'obusier de 47 mm pour un tir latéral qui disperse les fantassins, leurs uniformes en lambeaux volant dans l'air chargés de fumée. Un dernier half-track, armé d'un lance-roquette expérimental, tire une salve qui érafle la chenille avant, ralentissant encore la bête à 10 km/h, mais Duval pousse, inexorable, broyant le canon pack abandonné et ses servants dans la poussière. La 6e position n'est plus qu'un brasier fumant, les flammes léchant les carcasses tordues, l'odeur imaginaire de caoutchouc brûlé et de poudre flottant dans l'air. Henri transmet 6e down, munitions ennemies détruites, équipage intact, mais surchauffe critique. Billotte répond « Beau boulot! Retirez-vous légèrement. La 7e approche avec des Panzer III en soutien. Tenez bon !» Le B1 recule dans les bois, son moteur gémissant, couvert de suie et de boue. Vous imaginez la vibration incessante dans vos os, le doute rampant. Ce colosse a écrasé 6 positions, mais les renforts allemands grossissent, leurs ombres blindées se massant à l'horizon. La Blitzkrieg gronde, et le B1, ce géant jugé trop lourd, pourrait bien être le pivot ou la victime de Sedan. Combien de feux tiendra-t-il encore avant que le poids ne l'engloutisse? L'embuscade des Panzer III. Le char B1 bis Heure émerge des bois en crachant une bouffée de fumée noire, son moteur Renault haletant comme un animal blessé, les jauges de température flirtant avec la zone rouge. À l'intérieur, l'équipage est au bord de l'épuisement. Le lieutenant Jean Duval essuie la sueur qui lui pique les yeux, ses gants glissant sur les leviers usés par la boue et les vibrations incessantes. Le sergent Moreau, le visage barbouillé de graisse, pivote la tourelle avec un grognement mécanique, rechargeant le canon de 75 mm SA-35 d'un geste automatique forgé par l'urgence. Marcel, le chargeur, est tous dans l'air vicié, ses poumons brûlés par les vapeurs d'huile chaude, tandis que le caporal Henri, au radio, tape des messages hachés sur sa clé morse de la TSF B101 AQG, 6 positions neutralisées. Direction 7e, chenille endommagée, carburant à 40%. Dehors, la clairière s'ouvre sur un paysage ravagé. Cratères d'obus, carcasses fumantes des half-tracks SD, KFZ, 251 écrasés, et l'odeur âcre de caoutchouc brûlé qui monte des débris. Billotte, depuis son poste sur la crête, scrute l'horizon à travers ses jumelles, le vent froid fouettant son écharpe. À ses côtés, le capitaine Lefebvre ajuste l'antenne de la SCR 508, captant les murmures paniqués des unités françaises. La 55e division d'infanterie recule vers les villages de Bulson, submergée par les vagues de la 10e Panzer Division. Guderian pousse fort, grogne Billotte, traçant une flèche rouge sur sa carte chiffonnée. Ces Panzer III-J, avec leur Kadoueka 37L45 de 50 mm, sont nos pires cauchemars, plus précis que les 4. Au loin, les premiers signes de la 7e position ennemie se dessinent. Une embuscade tendue par 5 Panzer III OSF. Eux, tapis dans un replat herbeux, leur silhouette trapue de 23 tonnes, camouflée par des branchages frais. Les tanks allemands, commandés par un Hauptmann aguerri de la Wehrmacht, forment un V inversé, leur moteur Maybach HL 120 au ralenti. Canon pointé vers le sentier boisé d'où sort le B1. Duval sent le danger avant de le voir, un frisson dans l'air, comme un silence trop lourd avant la tempête. « Contact probable! Ralenti, tourelle prête !» ordonne-t-il dans l'intercom, freinant les chenilles qui patinent dans la boue. Les épiscopiques révèlent des éclats métalliques, les Panzer III se démasquent, leurs tourelles pivotant avec un bourdonnement électrique. Le premier tire, l'obus de 50 mm sifflant comme une vipère, percutant la plaque frontale du B1 avec un choc qui fait trembler les boulons.
L'impact déforme l'acier de 60 mm, mais ne perce pas. Une alarme stridente retentit dans l'habitacle, les voyants clignotant en rouge. « Ricochet! Feu! Moreau !» hurle Duval. Le sergent actionne le canon SA-35, l'obus perforant filant droit sur le Panzer de tête, traversant son blindage de 30 mm pour exploser dans le compartiment munitions, une fontaine de flammes jaillissant des écoutilles ouvertes. L'équipage allemand, surpris, hurle dans leur intercom « Fugé 2 »,« Panzer 7-1 touché, évacué !» Vous vous imaginez coincé là, le cœur cognant contre les parois vibrantes, le monde extérieur un chaos de feu et de fumée filtrant par les fentes étroites, l'odeur de cordite vous piquant le nez. Les 4 autres panzers ripostent en salve, leurs obus martelant le flanc gauche du B1. Un ricoche sur la chenille blessée fait sauter un maillon, ralentissant la bête à 12 km/h, tandis qu'un autre frappe la tourelle, éjectant des étincelles qui grillent la visée de Moreau. Aveugle temporaire, utilisez l'obusier 47 mm, crie-t-il, pivotant à l'aveugle. Marcel hisse un shrapnel dans l'arme auxiliaire, le tir latéral balayant un groupe d'infanterie allemande en soutien. Une escouade de grenadiers avec leurs MG-34 fauchés comme de l'herbe haute, leurs casques roulant dans l'herbe tachée de sang. Le B1 charge malgré tout, inexorable, ses chenilles broyant un talus herbeux pour se rapprocher. Duval zigzague, évitant un fossé anti-char rempli d'eau stagnante, le poids du char faisant gicler la boue sur les flancs. Un deuxième Panzer III tente un tir à bout portant, son canon crachant un obus qui érafle le blindage arrière, endommageant l'échappement et augmentant la surchauffe. Mais Moreau, recalibrant sa visée, riposte avec le 75 mm. L'explosion éventre le tank, projetant des débris incandescents qui forcent les autres à reculer en désordre. 2 down. Les autres fuient vers la position 8, rapporte Henri, sa voix chevrotante couvrant le grésillement de la radio. Les survivants allemands, paniqués, appellent par fugé, chars français monstrueux, demandent appui Stuka et Panzer IV. Bilotte, entendant les échanges, frappe du poing sur le rocher. Il les brise un par un, mais regardez le ciel, les dive bombers arrivent. Effectivement, un essaim de Ju-87 Stuka apparaît, leur moteur hurlant dominant le vrombissement des moteurs diesel. La 7e position s'effondre en flammes, le B1 pivotant pour écraser un canon PAC-36 abandonné, ses servants piétinés dans la fuite. Le char avance, traînant sa chenille boiteuse, vers un village en ruine où la 8e position se profile. Un bastion d'infanterie fortifié avec bunker de fortune et 2 Panzer IV AOSF. D en appui. Leurs canons KVK 37 prêts à défendre un carrefour vital menant aux plaines de Champagne. De Gueux. La défense du village en ruine. Le B1 Bieur s'approche du village de Donchery, ses chenilles grinçantes labourant la route pavée craquelée, jonchée de débris de charrettes et de murs effondrés par les obus précédents. L'habitacle est un sauna infernal, la sueur coulant en ruisseau sur le dos de Duval, qui lutte pour maintenir la trajectoire malgré la chenille déraillée. 8e en vue, bastion avec Panzers, avertit-il. Son épiscopique, captant les silhouettes grises des 2 Panzer IV, postés derrière un barricade de sacs de sable et de poutres. Les tanks allemands, renforcés par une compagnie d'infanterie de la Première Panzer Division, une centaine d'hommes armés de carabineurs, 98K, et de lance-grenades, se préparent à un tir croisé. Leur commandant, un oberleutnant au visage buriné, ordonne par talkie-walkie. « Haltet die Linie! Der Koloss ist verwundet! Feuert auf die Ketten !» Moreau, les yeux plissés sur sa mire réparée à la va-vite, aligne le premier Panzer IV à 200 mètres. Obus perforant Marcel, chargé! Le jeune chargeur, les muscles en feu, obéit, le recul du 75 mm SA-35 ébranlant le char comme un séisme. L'obus traverse le blindage frontal de 50 mm du Panzer, explosant le moteur et envoyant une colonne de fumée noire qui masque le village. Les Allemands ripostent, les mitrailleuses MG-34 des bunkers crachent des rafales, les balles ricochant sur le toit du B1 avec un bruit de grêle furieuse, tandis que l'autre Panzer IV tire,
son obus de 75 mm heurtant la chenille droite, arrachant 2 patins et immobilisant presque la bête. « On est coincé. Recul, impossible !» jure Duval, sentant le sol trembler sous les impacts. Henri transmet frénétiquement « B101 AQG, engagement Panzer IV au village, demande infanterie française ». Mais Billotte, observant depuis une tour d'église effondrée à 1 kilomètre, sait que les renforts sont loin. La 2e division cuirassée est dispersée, ses Saumois S-35 harcelés par les Stuka. « Tenez bon, Duval. Les nôtres arrivent » ment-il dans la radio pour booster le moral. Vous ressentez la claustrophobie, comme si les murs du char se resserraient, l'air chargé de peur et de métal chauffé, les ordres allemands filtrant vaguement par les parois. Le B1 riposte avec l'obusier de 47 mm, un shrapnel qui explose au milieu d'un bunker, dispersant les servants allemands en un chaos de crises et de membres brisés. Duval force les leviers, avançant à cloche-pied sur la chenille boiteuse, écrasant un premier barricade sous son poids titanesque. Les chenilles broient les sacs de sable et un canon de 37 mm. Les débris volant comme des confettis macabres. L'infanterie allemande charge. Un groupe de 10 grenadiers lançant des grenades style hand-granate vers les flancs vulnérables. Mais les explosions ne font que noircir la peinture, le blindage incliné déviant les éclats. Moreau pivote la tourelle, tenant un obus explosif sur le second Panzer IV. L'impact soulève le tank, le retournant sur son toit dans un craquement assourdissant, l'équipage piégé hurlant pour l'aide. La 8e position craque. Les bunkers secondaires s'effondrent sous le feu de l'obusier, les survivants fuyant vers les maisons en ruine, leurs uniformes felgros couverts de poussière. Un Stuka plonge soudain, sa sirène de Jéricho déchirant l'air, larguant une bombe de 250 kilos qui explose à 30 mètres, projetant le B1 sur le côté et couvrant l'équipage de terre et de gravats. Duval redresse, toussant, le moteur tout sautant mais vivant. « Feu AA avec le 47 mm !» crie-t-il, et un shrapnel force l'avion à rompre, ses mitrailleuses MG-17 crépitant en vain. La position est prise, le village un champ de ruines fumantes, mais le B1 est à bout, carburant bas, chenilles en lambeaux, surchauffe critique. Henri rapporte 8e neutralisé, 2 Panzers down. Avançons sur la 9e, convoi d'artillerie repéré. Billotte hoche la tête, sombre, 9 positions déjà. Mais les Boches massent pour la 10e. Tenez, Duval. Le char repart, boitant vers l'est, où des obusiers, l'EFH-18, attendent, leur silhouette menaçante dans la brume montante. Le géant français, jugé trop lourd, a brisé 8 chaînes, mais la Blitzkrieg resserre son étau, et le poids du B1 pourrait bientôt l'engloutir dans le chaos de Sedan. Combien de feux survivra-t-il avant l'aube fatale? Le char B1B heure, boite vers l'est, ses chenilles mutilées raclant la route défoncée comme des griffes émoussées, chaque mètre arraché à la boue, un triomphe douloureux. À l'intérieur, l'équipage est une ombre de lui-même. Le lieutenant Jean Duval, les yeux rougis par la sueur et la fatigue, force les leviers avec des muscles noués, le moteur Renault crachotant comme un mourant. La température dans l'habitacle frôle les 60 degrés, un enfer confiné où l'air épais colle à la peau, imprégné d'odeurs de graisse brûlée et de peur rance. Le sergent Moreau, le visage creusé de sillons noirs, recharge le canon de 75 mm SA-35 d'une main tremblante, tandis que Marcel, le chargeur, vomit presque en hissant un obus de 6-5 kilos, ses forces s'épuisant après des heures de combat incessants. Le caporal Henri, au radio, martèle sa clé morse avec des doigts engourdis. B101 AQG, 8 positions down. Approche 9e, convoi d'artillerie, carburant critique, 20% restant, sur demande évacuation. Dehors, la brume de l'après-midi s'épaissit sur les plaines de Champagne. Un voile gris qui masque à peine les silhouettes du convoi allemand. Une batterie de 6 obusiers, l'EFH-18, de 105 mm, tractés par des camions Opel Blitz, escortés par une escouade motorisée sur des half-track SD KFZ 251-1, armés de mitrailleuses MG-34. Les artilleurs de la 10e Panzerdivision, casques Stahlhelm inclinés,
ajustent leurs tubes d'acier longs de 4 mètres, leurs munitions de 15 kilos prêtes à marteler les lignes françaises. Leur officier, un Hauptmann originaire de Hambourg, scrute l'horizon par sa lunette Zeiss. Achtung, der französische Panzer, feu à volonté. Les premiers obus fusent, sifflant comme des serpents enragés, explosant à 100 mètres du B1 dans une gerbe de terre qui secoue le sol et couvre le blindage de mottes humides. Duval vire brutalement, le char tanguant sur sa chenille droite effilochée, évitant un cratère fumant. Tourelle, priorisez les obusiers, on ne peut pas les laisser bombarder Bulson, crie-t-il, sa voix brisée par l'épuisement. Moreau pivote la tourelle avec un râle métallique, alignant le viseur sur le premier l'EFH-18. Feu! L'obus perforant du SA-35 traverse l'air chargé, percutant le tube en pleine élévation et le faisant exploser en une boule de feu, les servants allemands projetés comme des poupées, leurs cris noyés dans le vacarme. Les Halftracks réagissent, leur MG-34 crachant des rafales de 7, 92 mm qui ricochent sur les 60 mm d'acier incliné du B1 comme de la pluie sur du roc, mais un éclat chanceux érafle l'épiscopique avant, aveuglant Duval d'un instant. Vous sentez la panique monter, comme si vous étiez là, le cœur serré dans cette boîte de tôle surchauffée, le monde extérieur, un tourbillon de flammes et de hurlements filtrant par les fentes. Marcel charge l'obusier auxiliaire de 47 mm, un shrapnel qui fauche une équipe d'artilleurs, dispersant les chargeurs en feldgros dans un chaos de membres brisés et de caisses de munitions détonnant en chaîne. Le B1 avance, inexorable malgré sa boiterie, écrasant un premier camion Opel sous ses chenilles. Le châssis se tordant avec un craquement sourd, les flammes léchant les jerrycans d'essence. Les survivants fuient, leur moteur pétaradant en vain, tandis que Duval pousse le géant vers le cœur du convoi. Un second obusier tire à bout portant, l'impact sur le flanc gauche faisant vibrer les parois et arrachant un boulon qui tombe dans l'habitacle comme une menace. « On fuit du sang !» hurle Henri, sentant une coupure au bras, mais il continue à transmettre. « 9e en cours, 3 obusiers down, infanterie ennemie en déroute. » Billotte, tapis dans un fossé à 2 km, écoute les rapports par la SCR 508, son visage pâle sous la casquette. À ses côtés, le capitaine Lefebvre pointe le ciel. « Stuka en approche, commandant, et les Panzer III reviennent pour la 10e. » Billotte serre les dents, sa carte tachée de boue montrant l'encerclement. Guderian resserre la nasse. Les lignes françaises craquant de Sedan arrêtent-elles. Dites à Duval de tenir la 9e, puis de se replier. Ce char a fait plus que sa part. Mais la radio grésille. Les ordres sont perdus dans l'interférence des explosions. La 9e position s'effondre en un brasier géant. Les derniers, le FH-18, pulvérisé par un obus de 75 mm, qui déclenche une symphonie de détonation, illuminant la brume comme un lever de soleil sanglant. Le B1 émerge, couvert de suie, son moteur tout sautant à 10 km/h, carburant au plus bas. Mais la 10e guette déjà, une embuscade de 4 Panzer III OSF. F, renforcé par une platoon de grenadiers avec des Panzerbüchse 39 anti-chars, tapissent dans un verger bordant la route. Les tanks allemands, leurs KWK 37 L45 de 50 mm chargés, ouvrent le feu en salve coordonnée. Les obus martèlent le B1. Un perce la chenille arrière, immobilisant la bête dans un hurlement de métal tordu, tandis qu'un autre érafle la tourelle, tuant net Marcel d'un éclat qui traverse la paroi fine du chargeur. « Marcel, non !» rugit Duval, le sang éclaboussant les commandes. Moreau, les larmes aux yeux, riposte furieusement, son obus explosif éventrant un Panzer III, les flammes engloutissant l'équipage en un instant. Henri hurle dans la radio, perte chargeur, B1 cloué au sol, feu nourri. Les grenadiers chargent, leurs Panzerbüchse crachant des obus de 7, 92 mm qui percent les flancs vulnérables, un impact blessant Duval à l'épaule. Vous imaginez l'horreur, piégé dans cette tombe roulante, le sang chaud coulant, les ordres se muant en gémissements. Le B1 tonne encore, l'obusier de 45 mm fauchant les assaillants, mais les Panzers resserrent le cercle, leurs tirs méthodiques perçant enfin le blindage latéral.
La 10e tombe à moitié. 2 panzers en feu, les grenadiers en fuite. Mais le B1 est mourant, fumant d'un incendie interne. Billotte ordonne l'évacuation. « Sortez-en, Duval, infanterie en route !» L'équipage émerge, Duval traînant Henri, Moreau couvrant leur retraite avec un pistolet rubis. Les derniers obus allemands pleuvent, abattant Moreau d'une balle en pleine poitrine. Duval et Henri rampent dans un fossé, le char explosant derrière eux dans une colonne de feu, son obusier de 75 mm détonnant comme un adieu. La 11e position, un QG avancé de Guderian avec des officiers et des radios, est visible au loin, mais sans le B1, les Français reculent. Sedan craque, la Meuse franchit, la Blitzkrieg déferle. Duval, pensé par un médic de la 55e division, fixe les flammes. On en a écrasé 11. Mais à quel prix? Billotte arrive, posant une main sur son épaule. Ce géant trop lourd a sauvé des milliers, lieutenant. Il a ralenti Guderian d'une journée. Les Stukas hurlent au-dessus. Les panzers grondent. Mais dans le silence relatif, l'écho des chenilles persiste. Un sacrifice humain forgé dans l'acier qui marqua les annales de la débâcle de 1940. La guerre continue, inexorable, emportant les héros dans son tourbillon.